Amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur PPACI TV dans votre émission Parlons-en. Dans 5 jours maximum, le Conseil constitutionnel livrera la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce soir, nous abordons un thème capital sur ce chemin. Le Conseil constitutionnel, garant de la légalité ou gardien de la pérennité du régime RHDP. Ce soir, pour nous éclairer, nous recevons Maître Habiba Touré, juriste, mais surtout avocate du président Laurent Gbagbo, un des 60 candidats enregistrés au Conseil constitutionnel. Maître, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger, je suis sur ce plateau avec Armand Boui, journaliste. Armand, bonsoir. Bonsoir César. Merci de ton apport. C'est un plaisir pour moi. Ensemble, maître, nous allons traiter successivement les prérogatives du Conseil constitutionnel, le cas Laurent Gbagbo et les perspectives. Nous allons tout de suite aller dans le vif du sujet sans transition aucune. Quelles sont les prérogatives du Conseil constitutionnel? Mais avant ça, nous allons écouter la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Nanaba Camara, qui prête ici serment. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. La présidente du Conseil constitutionnel déclare qu'elle va travailler en toute indépendance. Quelle est votre réaction quand vous entendez ça? Écoutez, je n'ai pas à préjuger de l'impartialité du Conseil constitutionnel. À notre niveau, j'estime qu'il revient d'analyser, de juger des actes et non d'avoir des préjugés. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Sinon, en théorie, le Conseil constitutionnel est censé être le gardien de la Constitution. Donc s'assurer que tout ce qui est accompli est conforme à la Constitution. Et c'est en ce sens, l'institution du Conseil constitutionnel est une institution tellement importante qu'effectivement, qu'elle doit pouvoir avoir la confiance de tous les Ivoiriens. Encore faut-il agir en ce sens. Alors, nous allons donc essayer dans un premier temps de visiter un peu les prérogatives de ce Conseil constitutionnel. Et là-dessus, je donne la parole à Armand Boui. Armand, bonsoir. Bonsoir. Je pense que tu as beaucoup de questions à poser à Maître Habiba Touré sur les prérogatives du Conseil constitutionnel. Okay. On peut y aller. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, la première question, Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon précise et de façon générale, d'abord, les attributions, les compétences du Conseil constitutionnel et de façon particulière les compétences et les attributions du Conseil constitutionnel en matière électorale? Très bien, merci. Alors, comme indiqué, le Conseil constitutionnel, je l'ai indiqué tout à l'heure, agit comme un gardien de la Constitution. Il doit s'assurer que toutes les lois prises, que tout ce qui est effectué dans l'État de Côte d'Ivoire est conforme à la Constitution. Donc, c'est pour ça que c'est un rôle extrêmement important, parce qu'il doit s'assurer de la constitutionnalité
des actes accomplis sur le territoire ivoirien. D'accord? Il a plus précisément le rôle de, effectivement, vous avez indiqué son rôle de juge électoral, parce que c'est lui qui, en dernier ressort, proclame les résultats définitifs d'une élection, de l'élection présidentielle en l'occurrence. Mais c'est également lui qui arrête et qui publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est un rôle effectivement extrêmement important dans le cadre d'une élection présidentielle. Alors, Maître, selon vos explications, on voit l'importance du Conseil constitutionnel. Est-ce que, du point de vue de la loi, dans le fond et dans la forme, le Conseil constitutionnel a les moyens d'être impartial? Parce que le Conseil constitutionnel, tout de même, le président est nommé par le président de la République. Je dirais ça, c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique. Il est évident que l'on peut, on peut penser, on peut estimer que le président du Conseil constitutionnel étant nommé par le président de la République, en tout cas par le chef de l'État, le chef de l'État ne va pas nommer quelqu'un qui lui est hostile, par définition. Ceci étant, lorsqu'on est même nommé, lorsqu'on a une grande éthique et une grande conscience de la responsabilité que l'on représente, on doit nécessairement agir, non pas en fonction des intérêts d'un chef de l'État ou d'un parti, mais en fonction de la Constitution. Tant qu'on agit conformément à la Constitution, on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle décision, mais elle s'impose. C'est lorsqu'on donne le sentiment d'agir de façon partisane ou partiale qu'il peut y avoir un certain problème. Maître, sur la compétence du Conseil constitutionnel, on a le sentiment que le législateur a donné trop de pouvoir, parce que une personne qui est nommée par une autre, est-ce que cette personne, sans garantie au regard du droit, au regard du fonctionnement, par exemple, peut fonctionner de façon collégiale, sans garantie dans ce sens-là, est-ce que la personne peut être complètement impartiale? Alors, deux choses. Ce n'est pas le législateur qui a donné des pouvoirs au Conseil constitutionnel, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que la Constitution est censée être l'émanation de la volonté du peuple. Et ce n'est pas pour rien que la Constitution est votée par référendum. C'est le peuple qui dit oui ou non, qui accepte ou non, qui valide ou non un projet constitutionnel qui devient sa constitution, qui devient sa loi fondamentale. Encore une fois, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des préférences, nous avons tous une pensée, nous avons tous des convictions. Ce n'est pas un problème en soi. Tant que cette idéologie, ou en tout cas ce que l'on peut penser à titre personnel, n'influe pas, n'impacte pas, ne contrevient pas à la Constitution. Donc, je ne ferai pas le procès au Conseil constitutionnel et à sa présidente parce que nommé par le chef de l'État actuel, de ne pas pouvoir se porter garant, gardien, protecteur et assurer le respect de la Constitution. Je ne peux pas préjuger, d'accord? Et puis, nous avons ici en Côte d'Ivoire des éminents juristes, très bien formés, donc ce n'est pas une question de formation, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'éthique. C'est une question de conscience, je dirais. Personnelle, mais aussi vis-à-vis de responsabilité vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est au nom du peuple de Côte d'Ivoire que les décisions sont prises. Merci. Et non pour le compte ou au nom d'un chef d'État. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, aujourd'hui, la grande responsabilité qui repose sur le Conseil constitutionnel sera de savoir si ils vont rendre des arrêts conformes à la Constitution ou des services. C'est la question qui se posera à eux et à laquelle ils devront répondre. Maître, nous allons passer à plus profond. Pour ce qui nous réunit ce soir, c'est la candidature du président Laurent Gbagbo déposée au Conseil constitutionnel. Pour y arriver, nous allons visionner la vidéo qui montre le
le dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo à la CEI. Ce jour, lundi 25 août 2025, est un jour mémorable pour nous. Parce que c'est ce jour que nous avons choisi pour déposer la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous souhaitons beaucoup de courage, nous souhaitons une bonne chance pour qu'il puisse gagner les élections le 25 octobre 2025. Je vous remercie. Maître, quand vous avez vu le président exécutif du PPACI déposer la candidature et parler ainsi, quel est le sentiment que vous avez eu, vous, personnellement, avocate du président Laurent Gbagbo? D'un devoir accompli, puisque c'était une charge quand même importante qui était confiée au comité national de collecte des parrainages que le président a bien voulu désigner. Donc le fait d'avoir pu mener cette mission à bien et donc de déposer le dossier de candidature, c'était, il y avait forcément une certaine fierté, un soulagement, et puis ça nous permettait de débuter une seconde étape dans ce processus électoral. Clairement, est-ce que vous dites encore ce soir que le président Gbagbo a réuni effectivement les parrainages dans les 17 régions? Je pense que ça, c'était, le dépôt a été public. On a quand même, le président a réuni quand même le parrainage de 27 régions. Donc ça fait quand même un certain nombre de parrainages de déposés, ce qui n'est pas rien. Donc oui, l'intégralité des pièces demandées a été déposée, ainsi que la condition, en tout cas ce qui nous était demandé par la CEI, à savoir de réunir 1% de l'électorat dans chacune des régions, dans au moins 17 régions, et nous avons été jusqu'à 27 régions. Donc oui, c'est un franc succès. Maître, on a pensé que l'occasion du dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo allait être une occasion de fête, de mobilisation, que non, on est parti un peu incognito. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Premièrement, je pense que le dépôt d'un dossier de candidature est un acte banal. C'est un acte banal. On a déposé le dossier. C'est vrai que ça nécessitait beaucoup de travail, parce que ce qui était demandé était quand même énorme en termes de quantité de travail, mais c'est un acte banal. Et puis, le président n'est pas dans la logique de mettre la charrue avant les bœufs. La bataille n'est pas terminée. On ne fait pas la fête alors en plein milieu du match. Vous voyez, on attend de le gagner. C'est quand même mieux. Donc non, je veux dire, c'était une étape qu'on devait franchir, qu'on a franchie. Il y a d'autres étapes qui sont devant nous, mais le président ne voulait pas donner, voulait donner l'importance que ça devait avoir, à savoir un acte banal, un acte administratif qui devait être accompli, que nous avons accompli. Et seulement, il tenait, et j'en profite pour le dire devant vous, à féliciter et à remercier tous les collecteurs régionaux qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied en vue de réunir le parrainage requis. Et ça a été fait. Alors, 27 régions ont donné leur aval à la candidature du président Laurent Gbagbo. La candidature est déposée, mais le président n'a toujours pas son nom sur la liste électorale. Quel est le problème, maître? Mais je dirais, vous me dites quel est le problème, et je vous repose la question, quel est le problème? En quoi ça impacte aujourd'hui la candidature du président d'être sur une liste électorale? En quoi? Où est-ce que vous avez vu dans la Constitution qu'il fallait être sur une liste électorale pour être candidat? Non, il n'y a pas de problème. Oui. Le fait qu'il ne soit pas sur une liste électorale, je dirais qu'aujourd'hui, ça devient le problème de l'État de Côte d'Ivoire. Que dit la Constitution dans ce domaine-là exactement? Pour être candidat, il faut quoi? Les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle sont fixées par l'article 55 de la Constitution, qui dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement ivoirien, il faut être âgé d'au moins 35 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques, et il faut être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Voilà, ce sont les seules conditions fixées par l'article 55. Et l'intégralité de ces conditions est remplie par le président Laurent Gbagbo. Donc quel est le problème? Non, maître, ce que nous voulons savoir, c'est déjà pourquoi le président, le président Laurent Gbagbo a été radié de la liste. C'est ça. À partir de quel motif? Quel est le problème?
pour que le président Laurent Gbagbo soit déjà radié de la liste? Le président Laurent Gbagbo, votre question est plus qu'intéressante, mais elle nous amène vraiment à remonter un peu, et je ne veux pas être trop Nous longue. avons le temps pour ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le président Laurent Gbagbo, vous savez, il a été détenu pratiquement 10 ans, un peu moins de 10 ans à la CPI, mais il a été maintenu en dehors, contraint d'être en dehors du pays pendant pratiquement 10 ans. Bon, alors ce qui se passe, c'est que lorsque les autorités ivoiriennes l'ont transféré, parce que ce sont les autorités ivoiriennes qui l'ont remis à la CPI, elles devaient penser à ce moment-là que c'était un voyage sans retour. Le président, elles ont certainement dû penser cela, vraiment très fort. Sauf que le procès, en se déroulant progressivement devant la CPI, a démontré vraiment la vacuité du dossier de l'accusation. Bon. Donc, à un moment donné, tout le monde voyait qu'on s'orientait vers un acquittement. Et comme par hasard, on a entendu via les médias que le président Laurent Gbagbo aurait été condamné pour un prétendu casse de la BCEAO. Bon. À la suite de cela, on apprend aussi, et ça c'était la veille de l'élection présidentielle de 2020, comme par hasard, qu'il est radié de la liste électorale, et cela étant la conséquence de la condamnation pour le prétendu braquage de la BCEAO. Maître, pour ne pas aller trop vite en besogne, le président Gbagbo est à la CPI et il apprend qu'il est condamné ici. Par voie de presse. Par voie de presse. Oui. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas signifié qu'il y a un procès ici contre lui. On l'a même pas, on ne l'a pas convoqué. En matière pénale, on ne cesse de le répéter, en matière pénale, les faits sont tellement, on estime les faits d'une telle gravité, de manière générale, puisque vous savez qu'en matière pénale, potentiellement, la condamnation pourrait aller jusqu'à l'emprisonnement. D'accord ? Donc, on estime ces faits suffisamment graves pour exiger que la personne poursuivie soit jugée en sa présence. Donc, il est obligatoire d'être présent à son procès en matière pénale. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas juste envoyer votre avocat en disant « Non, non, moi, j'y vais pas, mon avocat va me représenter ». Ce n'est pas autorisé. L'avocat peut vous assister, c'est-à-dire il est à vos côtés, mais il ne peut pas vous représenter, c'est-à-dire il ne peut pas être là en votre absence. D'accord ? Bon. Et comme on l'indiquait tantôt, c'est-à-dire ce sont les autorités ivoiriennes qui ont quand même remis le président Laurent Gbagbo au greffier de la CPI. Donc ils savent où il est. Ils ont signé, avant de ratifier le statut de Rome, ils avaient signé un accord de coopération pour faciliter la coopération judiciaire entre la CPI et la Côte d'Ivoire. Et puis par la suite, ils ont ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire renforcer la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la CPI. Donc quand l'État de Côte d'Ivoire veut poursuivre le président Laurent Gbagbo, et elle sait très bien où est-ce qu'il est, parce qu'il n'est pas en fuite, mais il suffit, par les voies diplomatiques, de transmettre la convocation de manière à ce que le greffier de la CPI la remette au président Laurent Gbagbo. Ce n'était pas compliqué, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils savent qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, ils ne lui remettent aucune convocation, ils le jugent dans son dos, et puis ils proclament sa condamnation via les médias. C'était un peu trop gros. Sur quoi un magistrat peut-il donc se baser pour juger au pénal un accusé qui est absent? Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais vous êtes avocat. Oui, d'accord, mais moi je dis c'est à ceux qui l'ont jugé qu'il faut poser la question, parce que, en toute honnêteté, on sait tous qu'en matière pénale, il faut être présent. On ne peut pas vous juger en votre absence. On ne peut vous juger à votre absence que si, dûment convoqué, malgré votre convocation, vous décidez de ne pas venir. Et là, effectivement, vous êtes jugé par défaut. Parce qu'on vous a convoqué et vous n'êtes pas venu. Mais là, en l'occurrence, aucune convocation n'a été remise au président Laurent Gbagbo. Et les autorités ivoiriennes savaient très bien où il se trouvait. D'accord. Est-ce que, par extraordinaire, est-ce qu'il n'y a pas une petite exception qui permet cette procédure-là? Non. Je vous dis que... Est-ce que la loi ne permet pas ça? Non, je vous dis, la seule exception, c'est lorsque dûment convoqué, vous ne venez pas. Parce qu'effectivement, des petits malins peuvent dire, bon, ben, moi je sais que je ne peux pas être jugé en mon absence, donc qu'est-ce que je fais? Je ne viens pas. J'ai reçu ma convocation, mais je ne viens pas, et puis je bloque la procédure. Ah ben non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il revient au magistrat, il revient au tribunal de s'assurer
que la convocation vous a bien été remise et que, nonobstant la remise de cette convocation, vous avez décidé par devers vous de ne pas venir. D'accord? À ce moment-là, vous êtes jugé par défaut. Mais on ne peut pas, je veux dire, c'est trop facile sinon. Je sais que César Etou habite à Abidjan, mais je vais délivrer la citation à comparaître à Yamoussoukro. Mais c'est sûr que je vais pas c'est sûr qu'il ne va pas avoir la convocation. Et après, je le juge dans son dos, je le condamne. Mais c'est trop facile. Voilà, enfin, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut juste être sérieux. Et il est évident que cette procédure a été faite, mais en violation des règles les plus élémentaires de la procédure. Mais j'irai même plus loin, parce que ce qu'on n'évoque pas, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que le président Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça. Ce n'est pas un justiciable ordinaire. Ce n'est pas un justiciable ordinaire. Et la Constitution indique clairement qu'un président de la République, lorsqu'il agit, bénéficie d'une certaine immunité. Donc, le seul cas où il peut être poursuivi, c'est dans les cas de haute trahison. Et il ne peut être poursuivi que devant la haute cour de justice et pas devant un tribunal ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous voulez considérer que ce n'est plus un président, mais que c'est un ancien président de la République, il relève encore pour être jugé de la haute cour de justice et vous devez encore saisir l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de le poursuivre. Ce qui paraît logique, parce qu'on parle quand même du premier représentant de l'État de Côte d'Ivoire. On parle quand même du chef de l'État qui a accompli un certain nombre d'actions au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas le juger comme ça. Il y a des procédures à suivre pour pouvoir le juger. Il n'est pas au-dessus des lois, mais il y a des procédures à respecter pour pouvoir juger un président de la République ou un ancien président de la République. Maître, tout cela n'a pas été fait. Est-ce que le tribunal qui a été constitué pour juger du président Laurent Gbagbo savait que cette disposition devait être respectée? Mais comme je vous le disais, je ne peux remettre en question la formation et les compétences de nos magistrats. Ils savaient nécessairement, ils savaient forcément ce qu'ils étaient en train de faire. Maître, tout ça n'a pas été fait. Toutes les procédures ont été manquées. Mais est-ce qu'au moins, il y a une trace qui prouve que le président Laurent Gbagbo, quelque part, incognito, a été jugé et condamné? Mais est-ce qu'il y a est-ce que la décision lui a été signifiée? Non, la décision, jusqu'à aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne l'a pas reçue. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas reçue. C'est pas vrai. Donc, non, il ne l'a pas reçue. Jusqu'à aujourd'hui, mais il n'a pas reçu la convocation. Ils n'ont pas pris la peine de lui, oui, de lui adresser la on convocation. sait, mais au moins la décision. Au moins la décision. Bon, ils ne l'ont pas adressée, mais regardez un peu. Et puis, ils ne sont pas, ils sont pas totalement... Je ne vais pas insulter les gens, mais enfin, comment ils allaient expliquer qu'ils ne vous remettent pas la convocation, mais qu'ils trouvent le moyen de vous remettre la décision? Comment ils allaient expliquer ça? Vous comprenez? Je pense que de leur côté, c'était un peu gros. Je dis que je ne sais pas où tu es, mais pour te remettre maintenant la décision, je sais où tu es. C'était un peu gros. Donc, je pense qu'ils sont restés quelque part logiques avec eux-mêmes en ne remettant pas au président le jugement qui prétendument l'aurait condamné. Bon, est-ce que c'est légal de juger comme ça un justiciable, de ne pas lui signifier la décision et d'appliquer les conséquences de cette décision à la personne? Est-ce que c'est légal? Mais c'est ce que il y a une disposition légale depuis le début, rien n'a été fait conformément à la loi. Rien. La convocation n'a pas été remise. La procédure, même suivie, est irrégulière, puisque je rappelle qu'on parle d'un président de la République jugé pour des actes accomplis alors qu'il était président de la République. Jugé pour des actes accomplis alors qu'il était président de la République. D'accord? Donc ce n'est pas une procédure ordinaire qu'on est censé mettre en œuvre vis-à-vis d'un président de la République. Mais cette procédure n'a pas été respectée. Il a été condamné, il l'apprend par voie de presse, rien ne lui est signifié, rien dans ce qui a été fait n'a été fait de façon régulière et conformément aux dispositions de la Constitution et des différentes lois qui devaient s'appliquer. Maître, comment le président Laurent Gbagbo apprend que son nom n'est plus sur la liste électorale? Il a été radié de la liste. Pareil, par voie de presse, c'est-à-dire c'est par les médias qu'il apprend que son nom a été radié de la liste électorale. Ça n'a pas été notifié? Non, mais la CEIP, en revanche, ne notifie pas la radiation.
C'est-à-dire, c'est que lorsqu'elle actualise la liste électorale, les gens constatent s'ils y sont encore ou s'ils n'y sont plus. Et c'est à ce moment-là que, via les médias, le président a appris qu'il avait été radié de la liste électorale. Alors, parlons clair. Peut-être que toutes ces forfaitures dans la procédure, dans la construction du tribunal qui doit juger, ont pu être peut-être autorisées par la gravité de la faute. On nous dit que c'était pour le braquage de la BCEAO. Est-ce que pour un tel délit, on peut s'autoriser à faire autant de forfaitures pour juger un justiciable? Déjà, je rejette la qualification de braquage de la BCEAO. Prétendu braquage. Prétendu braquage de la BCEAO. Déjà. Et je dirais que quelle que soit la gravité de l'acte reproché à un individu ou à une personnalité, dans un état de droit, on respecte la procédure. Quelle que soit la gravité de l'acte que l'on ait à reprocher, on respecte la procédure. Mais qu'est-ce qui est reproché au président Laurent Gbagbo? Il est reproché au président Laurent Gbagbo, après l'élection d'octobre et de novembre 2010, il lui est reproché, alors qu'on essayait d'étouffer, d'asphyxier économiquement, financièrement la Côte d'Ivoire, d'avoir pris des décrets réquisitionnant des agences et la banque et des banques pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à leurs comptes bancaires. Pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à leurs comptes bancaires. Pour permettre aux fonctionnaires de toucher leur salaire. Tous les membres du Conseil constitutionnel actuel qui vont se prononcer ont touché à ce moment-là leur salaire grâce à qui? Grâce au président Laurent Gbagbo et grâce au décret qu'il a pris. Si on doit pousser, supposons que dans l'esprit tordu du pouvoir, qui estime qu'il s'agit d'un braquage, et donc d'un vol en droit, d'accord? Mais si le président Laurent Gbagbo et ses ministres étaient des braqueurs, entre guillemets, ça fait de tous les magistrats, et également des magistrats l'ayant jugé des receleurs, puisqu'ils ont touché leur salaire versé par l'État de Côte d'Ivoire, dirigé à l'époque par le président Laurent Gbagbo. Soyons logiques. Donc, je rejette la qualification, mais infamante, de braquage de la BCEAO. Il n'y a pas eu de braquage de la BCEAO. Il y a eu une responsabilité, c'est-à-dire c'est par responsabilité que le président Laurent Gbagbo a mis tout en œuvre pour permettre aux Ivoiriens, mais d'avoir accès à leur compte bancaire. On nous apprend même que la BCEAO aurait déclaré, et par écrit, noir sur blanc, qu'elle n'a jamais été braquée. Non, elle a dit non, mais elle ne s'est pas constituée partie civile. Elle estime ne pas avoir subi de préjudice. C'est vous dire le caractère complètement absurde de cette procédure. Maître, en voyant tout cela, comment le président Laurent Gbagbo réagit? Quels sont les recours que vous avez? Est-ce qu'il y a eu des recours? Non, le président Quelque chose protège un tel citoyen qui subit de telles injustices. Mais est-ce qu'il en est à sa première On vous injustice? interroge parce que le jour que cela nous arrive, il va falloir qu'on sache ce qu'il faut faire. Parce que ce qui est arrivé à un ancien président peut arriver à n'importe quel citoyen. Tu n'as pas volé, Concernant de tu as volé. façon précise. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors déjà, le président Laurent Gbagbo, et c'est vrai, il n'en est pas à sa première injustice. Il n'est pas à sa première injustice. Voyez, on a affaire quand même à un homme qui a été vraiment traîné dans la boue, qui a été humilié, insulté, vilipendé, calomnié, qui a été extradé loin de son pays pendant près d'une dizaine d'années, à qui on a volé clairement 10 ans de sa vie. 10 ans. Et on ne lui a même pas demandé pardon. On ne lui a même pas demandé pardon. Comme si 10 ans, ce n'était rien. Voilà de quel homme on parle. Les injustices donc, ne débutent pas avec cette procédure infamante. Elles ont débuté bien avant. Mais le président Laurent Gbagbo ne pleure pas sur son sort. Au-delà de tout, ce qu'il estime, c'est que ce qui est important, au-delà de son cas personnel, c'est de se battre pour un état de droit. Et donc de défendre des principes au-delà de sa personne. C'est de rester à se battre, de continuer le combat pour un état de droit.
c'est là tout le combat de sa vie, au-delà de la souveraineté, etc. Mais tout ça, vous pouvez le résumer par le combat pour un état de droit. Donc oui, dès il faut faire des recours, il est fait. Parce qu'il faut montrer quand même... En l'espèce, est-ce qu'il a fait des recours? En l'espèce, oui, il a saisi quand même le comité des... Nous avons saisi, j'ai saisi pour le compte du président Laurent Gbagbo, le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Qu'est-ce que vous avez demandé exactement? Ce que nous avons demandé au comité des droits de l'homme, je ne vais pas trop... qu'elle est actuellement pendante. Ce qui a été demandé, c'est justement de se protéger de violation dont nous avons indiqué depuis le début, dont a été victime le président Laurent Gbagbo. La violation de l'ensemble de ses droits. Bon. Et par rapport à cela, il avait été également demandé, c'est vrai, je pense que la presse en est suffisamment fait l'écho, des mesures provisoires. Des mesures provisoires visant à permettre au président Laurent Gbagbo d'être candidat à l'élection présidentielle. Et quelle a été la réponse? Le comité des droits de l'homme n'a pas fait droit à rejeter les mesures provisoires telles que je les avais formulées, en disant ces demandes-là, je ne veux pas y faire droit. Néanmoins, je vais quand même ordonner une mesure provisoire qui consiste à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir au président Laurent Gbagbo le droit de voter, le droit d'être élu et le droit de participer aux affaires publiques, soit tous les droits réunis dans l'article 25 du pacte. Et ça a été clairement dit dans le cadre de cette décision. Est-ce que le régime en place est informé? Oui, bien sûr. De cette décision en attendant? Ils le savent. D'aller sur le fond. Ils le savent, et je dirais que la réaction est assez intéressante. Parce qu'il y a la réaction officielle, et puis il y a la réaction qui n'arrive pas à assumer, et qui met dans la bouche on va dire, certains les qualifieraient de sous-traitants, mais et le mot serait adapté. Mais je dirais oui, dans la bouche de personnes, soit de simples militants RHDP, en se disant ça ne nous engage pas finalement, parce que ce n'est pas l'État qui parle. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, on a gagné, les mesures provisoires ont été rejetées, et patati, patata. Mais en réalité, lorsqu'on lit bien et correctement la décision, qu'est-ce qui est dit? Il dit oui, les mesures provisoires telles que sollicitées, on les rejette. Néanmoins, on vous demande de garantir prendre toutes les mesures nécessaires. C'est-à-dire, je ne vous dis pas comment faire. Vous vous débrouillez pourvu que vous lui garantissiez tous les droits de l'article 25. Et donc, le droit de voter, le droit d'être candidat, le droit d'être élu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, moi, quand je vois que le comité des droits de l'homme, certes, il n'a pas fait droit aux mesures provisoires telles que je les ai rédigées, mais qu'au final, on arrive au même objectif, qui est de garantir au président Laurent Gbagbo les droits découlant de l'article 25 du pacte. Bon, voilà, à mon sens, c'est quand même une certaine victoire pour le président Laurent Gbagbo. Donc ça, l'État de Côte d'Ivoire le sait parfaitement. Il s'évertue à la seule déclaration officielle qu'il y a eu, c'était via leur avocat qui a dit, on a vu la virulence des propos qu'il a tenus dans le cadre d'un communiqué. C'est pour dire que quelque part, ça ne leur faisait pas plaisir. Et dans le même temps, qui indiquait que l'État de Côte d'Ivoire respecte les dispositions du pacte. Donc nous allons voir, parce qu'il ne suffit pas de le proclamer, il faut encore le démontrer. Maître, quelle est la valeur juridique de cette injonction, on va dire injonction, de l'ONU? Alors, les dispositions comment vous expliquer? Les Nations Unies et les dispositions du pacte international s'imposent à l'État de Côte d'Ivoire ayant une valeur supérieure à la loi ivoirienne. Et c'est d'ailleurs garanti par l'article 123 de la Constitution. L'article 123 de la Constitution ivoirienne reconnaît une valeur supérieure, d'accord, aux traités et accords internationaux librement contractés par ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire, d'accord. Donc, ça a une valeur supérieure, d'accord. Et ils le savent très bien. Donc, quand le Comité des droits de l'homme prend une décision, elle s'impose à l'État de Côte d'Ivoire, d'accord. L'État de Côte d'Ivoire peut très bien dire « Ah oui, mais ce n'est pas une mesure contraignante », mais là, on parle des Nations Unies. C'est pas dans le cas de la Cour africaine des droits de l'homme, qui avait déjà aussi fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire, et puis l'État n'a pas obtempéré. Non, l'État a été plus loin. L'État a vraiment retiré sa déclaration de compétence au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, il a claqué la porte, finalement, de la Cour africaine des droits de l'homme. D'accord. On verra si l'État osera
comme ils aiment bien leur expression, on verra s'ils auront cœur pour claquer la porte des Nations Unies. J'en doute. Alors, au cas où, sans claquer la porte, ils ne font pas droit à ce que les Nations Unies demandent, qu'est-ce qui peut se passer? D'abord pour le président Gbagbo, mais pour l'État de Côte d'Ivoire aussi. Vous savez, en fait... Maître, oui. est-ce que de ce point de vue, le Conseil constitutionnel est une voie de recours? Non, la décision du Comité des droits de l'homme s'impose au Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel est une émanation de l'État. Donc la décision s'impose au Conseil constitutionnel. Logiquement, le Conseil constitutionnel devrait appliquer sans réserve la décision du Comité des droits de l'homme. Et ils le savent. D'accord? Ça, c'est ce qu'il devrait faire, en théorie. Donc voilà, c'est ce qu'on attend de voir. On attend de voir si l'État de Côte d'Ivoire va pouvoir honorer ses engagements internationaux, et donc elle a librement consenti, hein, d'accord, en respectant la décision du Comité des droits de l'homme qui lui a été notifiée. Alors, comme nous parlons du Conseil constitutionnel, on va continuer sur ce chemin-là. Oui. Est-ce que nous venons de démontrer que durant toute la procédure, il n'y a eu que des injustices contre le président Laurent Gbagbo? Est-ce que le Conseil constitutionnel est habilité à vouloir regarder un peu de plus près ce qui s'est passé pour que le président Laurent Gbagbo soit extrait de la liste électorale? Est-ce que dans ces travaux-là, non, si vous voulez, comme je vous l'indiquais, ce n'est même pas ce qui est demandé au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, d'accord, doit s'assurer, on attend du Conseil constitutionnel deux choses. D'accord? C'est un, respecter la décision du Comité des droits de l'homme qui s'impose à l'État de Côte d'Ivoire et donc s'impose au Conseil constitutionnel. Deux, de prendre une décision conformément aux dispositions constitutionnelles. Et je vous répète, quand vous lisez l'article 55 de la Constitution, il est très clair. L'article 55 de la Constitution qui pose les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, vous n'avez pas dans ça le fait qu'il faille être présent sur une liste électorale. Donc on n'a pas à rajouter une condition non prévue par la Constitution. Et soutiennent que le Code électoral est une loi organique qui vient préciser ce que la Constitution a dit. Est-ce que cette précision-là... Non. Le Code électoral n'est pas une loi organique. Le Code électoral est une ordonnance. La loi organique, c'est la loi qui a créé la CEI. C'est ça la loi organique. La loi organique, c'est la loi de 2001 d'ailleurs, qui a créé la CEI. Mais le Code électoral n'est pas une loi organique, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance prise par le chef de l'État Ouattara en 2020. Je répète, c'est une ordonnance prise par le chef de l'État Ouattara, le chef de l'État président du RHDP Ouattara, qui prend une ordonnance et qu'on doit imposer à l'ensemble des candidats. De toute manière, cette ordonnance ne peut pas avoir une valeur supérieure à la Constitution. Et je répète, c'est la Constitution, et uniquement la Constitution, et exclusivement la Constitution, qui fixe les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Il y a un exemple que je dis souvent. Vous pouvez avoir 18 ans et être sur la liste électorale. Mais vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que la Constitution dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins 35 ans. Donc le fait d'être sur la liste électorale ne vous rend pas éligible. Ce n'est pas vrai. Ils agissent par confusion. Tantôt ils parlent du code électoral, tantôt ils parlent de la Constitution, ça les arrange. Mais la Constitution est claire. Et je les mets au défi, à chaque fois je le dis, je les mets au défi de nous sortir une seule disposition de la Constitution qui dit qu'il faut être sur une liste électorale. Ça n'existe pas. Et ce que vous me parlez de la loi, c'est souvent l'article 51 en réalité qu'ils évoquent. Parce qu'ils disent, bon, voilà, mais l'article 51, donne des pouvoirs à la commission électorale. Donc, forcément, il faut pouvoir appliquer les conditions du code électoral et de la commission électorale indépendante pour être candidat. Mais jamais de la vie. Je ne sais pas moi comment ils lisent, je vais le relire parce que franchement, ça en devient, enfin, à un moment donné, ça en devient un peu aberrant. Donc je trouve ça quand même important de lire l'alinéa concerné qui dit ceci. Les conditions, c'est l'article 51 de la Constitution. Je lis l'alinéa 2 pour gagner du temps, qui dit les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités
de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminés par la Constitution et précisés par une loi organique. Comme je vous l'ai dit, le code électoral n'est pas une loi organique, donc déjà cet argument, il tombe à l'eau. Deuxièmement, il est marqué les modalités de l'élection du président. Les modalités, pas les conditions. Une modalité n'est pas une condition. Une condition n'est pas une modalité. D'accord? Les conditions, c'est quoi? C'est avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, être né de père ou de mère ivoirien et jouir de ses droits civils et politiques. Les modalités, c'est quoi? C'est justement, je vais demander, vous constituez votre dossier, donnez-moi votre certificat de nationalité qui prouve que vous êtes ivoirien. Vous comprenez? Et votre certificat ou votre acte de naissance qui prouve que vous avez au moins 35 ans. Ça, ce sont des modalités. Voici les modalités, mais ce ne sont pas des conditions. C'est pas quand même. Est-ce que je dois vraiment leur expliquer la différence de définition entre modalité et condition? Deux mots différents qui ne signifient pas la même chose. Donc, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. La Constitution est claire. La Constitution, c'est ce qui est voulu par le peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce qui est voté directement par le peuple de Côte d'Ivoire par voie de référendum. Et la Constitution fixe les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un monsieur tout seul dans sa chambre ou dans son bureau qui peut fixer les conditions, c'est le peuple. Et le peuple a été très clair. Avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et être né de père ou de mère ivoirien. Ce sont les seules et uniques conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors, on va mettre, il y a des internautes qui s'intéressent beaucoup à ce que vous êtes en train de dire et je pense qu'ils vont avoir beaucoup d'éclairage ce soir. Nous avons retenu deux questions que nous trouvons pertinentes par rapport à tout le développement que vous faites. Il y en a un qui dit, nous sommes inquiets. On nous dit que le président Laurent Gbagbo est éligible sur le plan politique. Je répète ce qu'ils disent, hein. Les Ivoiriens, ils s'expriment comme ils veulent. Mais que sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel pourrait toujours trouver une faille pour l'écarter. Que répondez-vous pour tranquilliser ceux qui parlent comme ça? Non, je dirais aux Ivoiriens que le pouvoir leur appartient. Le pouvoir appartient au peuple. Le Conseil constitutionnel n'est qu'un mandataire. Il a reçu un mandat très clair de la part du peuple de Côte d'Ivoire. C'est d'agir conformément à la Constitution et non pas en fonction des intérêts du moment. Et j'ai rappelé les dispositions de l'article 55. Donc, à notre compatriote, je dirais qu'il faut qu'on soit vigilant. On regarde, on observe aujourd'hui ce que va faire le Conseil constitutionnel. Et ce qui lui est demandé, c'est d'agir conformément à son serment. La candidature du président Laurent Gbagbo est devant le Conseil constitutionnel. Question, quelles sont ses chances? Quelles sont vos chances? Ce n'est pas une question de chance. Soit vous remplissez les conditions, soit vous ne les remplissez pas. Si vous remplissez les conditions, on continue. Si vous ne les remplissez pas, ça s'arrête. Point. Et les conditions, elles sont connues. C'est pour ça que je dis, ce qui est important d'expliquer à nos compatriotes, c'est vraiment de mettre de côté la désinformation du pouvoir et de leurs proches, du parti au pouvoir, qui consiste à dire, si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Parce que ça, ce n'est pas dans la Constitution. Et le code électoral n'est pas supérieur à la Constitution. Le code électoral doit se soumettre à la Constitution. Donc les conditions de l'article 55 sont claires, elles sont connues de tous. Je vous rappelle que ce pays a connu une guerre, ce n'est pas à cause d'un code électoral, c'est à cause de dispositions de la Constitution qui gênaient un candidat. C'est pour ça que le pays a connu une guerre, pas à cause d'un code électoral. Que les choses soient bien claires. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est la Constitution qui fixe ces conditions. C'est la Constitution qui dit qui peut et qui ne peut pas. Et la Constitution, pourquoi ça les dérange? Parce qu'aujourd'hui, la Constitution, elle dit oui à Gbagbo et elle dit non à Ouattara. Elle lui dit clairement qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Elle lui dit clairement que le 3e mandat est anticonstitutionnel. Et elle lui dit clairement que la tentative de 4e mandat l'est tout autant. Madame, maître, on va y arriver. Mais je voulais savoir si le seul combat à mener, c'est le combat à partir des conditions et non le combat à partir des modalités. Mais les modalités, c'est quoi? C'est ce que je vous dis. Oui. Les modalités ne sont pas des conditions. Oui. Les modalités ne sont pas des conditions. Vous voyez, les modalités, c'est l'organisation pratique conformément aux dispositions constitutionnelles. Et c'est là où eux tentent
de tromper les Ivoiriens en faisant passer des conditions qu'ils ont rajoutées, qui sont anticonstitutionnelles, comme des modalités. Non, je ne suis pas d'accord. Ils doivent eux-mêmes se conformer à la Constitution. Des modalités ne sont pas... Les modalités sont là pour mettre en lumière si on remplit bien les conditions. Mais elles ne peuvent en aucun cas se substituer même aux conditions de la Constitution. Elles ne peuvent pas non plus rajouter des conditions qui n'étaient pas prévues. Vous voyez? Ça, je veux dire, là-dessus, il faut qu'on soit clair. Bon, imaginons que la Constitution dit clairement il faut être de père ou de mère. D'accord? Ivoirien. C'était l'une des conditions, ivoirien d'origine. Bon, si le code électoral disait il faut être de père et de mère ivoirien, qu'est-ce qu'on aurait appliqué? La Constitution. Merci. Donc le débat est clos. Alors, maître, nous allons finir avec les perspectives. Depuis que la candidature du président Laurent Gbagbo est déposée devant le Conseil constitutionnel, mais pour y aller, nous allons écouter 2 vidéos. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. Les requêtes de M. Bédier Conan Aimé Henry et le PDCI RDA. Afi Nguessan Pascal et le FPI. Tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. Le juge, homme de droit, doit être droit. Le juriste n'a pas à s'interroger sur la justesse du droit. On lui demande, le juge, d'appliquer la loi, en s'interdisant d'apprécier la loi. Mais pour être juge, je n'en reste pas moins un homme, un citoyen, jouissant de mon self-arbitre. Et quand la justice du droit se détache de ma propre justice, quand je ressens vigoureusement la loi comme injuste, que dois-je faire? Si je reste juge, j'applique cette loi, même injuste. Mais pour retrouver ma liberté de citoyen, je peux et je dois démissionner. Maître, quand vous avez fini de regarder ces 2 présidents dans la même fonction, prendre 2 décisions, 2 positions différentes, comment vous jugez cela? Votre réaction. Votre réaction? Bon, c'est pas vraiment la même chose, parce que si je comprends bien, le premier était en train de dresser la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, tandis que le deuxième, qui est en réalité son prédécesseur, finalement annonçait sa démission pour ne pas avoir, appliqué, parce qu'il indiquait lui-même, c'est qu'un juge doit appliquer des lois même injustes, mais il doit pouvoir en tirer des conséquences avec sa conscience en démissionnant, ce qui semble-t-il il l'a fait. Je trouve finalement cette attitude digne. Le fait qu'il puisse être, si quelque chose trouve sa conscience qu'il démissionne, c'est assez digne. Mais en l'état, je pense que ce qui fait mal, il est vrai, il a raison, que des lois injustes peuvent faire beaucoup de mal au peuple, à la nation, même si on doit les appliquer. Comme on dit, hein, Duralex c'est de l'ex, la loi est dure mais c'est la loi, même si elle est injuste. Mais ce qui fait encore plus de mal, c'est lorsqu'on l'application à géométrie variable ou l'inapplication de la loi. Lorsqu'on tord cette loi, lorsqu'on viole la loi, notamment lorsqu'il s'agit de la loi fondamentale. Et ça fait beaucoup de mal parce qu'il s'agit de la loi fondamentale. Ça fait beaucoup de mal parce qu'à un moment donné, vous avez un peuple qui peut être en défiance vis-à-vis de la loi fondamentale pour laquelle on est censé appliquer en son nom. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est 2 données qu'il faut pouvoir. C'est vrai que les lois injustes, et je suis assez d'accord avec lui, hein, c'est que des fois, vous voyez vous-même, nous, dans notre exercice professionnel en tant qu'avocat, il y a des situations où juridiquement elles sont carrées, il n'y a rien à dire, mais on sent comme une injustice. Ça arrive, effectivement. Mais en Côte d'Ivoire, là récemment, ce n'est pas l'application de lois injustes, c'est l'inapplicabilité ou la violation des lois, des droits garantis par la Constitution qui pose problème. Alors là où Francis Rodier avait démissionné, oui, Koné Mamadou a validé la candidature d'Alassane Ouattara parce que c'était une candidature, qu'est-ce qu'il avait dit là? Le président devrait être éligible par dérivation. Par dérivation. Ça veut dire que quoi concrètement? Vous pouvez nous instruire en termes de sur loi. La dérivation. Moi, je ne sais pas ce que veut dire une candidature par dérivation. Je pense que c'est... il aurait été encore en vie, c'est à lui qu'il fallait poser la question. Ce que je sais, c'est qu'une candidature doit être vérifiée conformément à la Constitution.
Et c'est lorsqu'on ne se soumet pas à la Constitution, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on a tendance à rendre des services au lieu de rendre des arrêts, c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas censé être partisan ou servir un camp. Il est censé vraiment faire une application stricte de la Constitution et de pouvoir protéger tous les citoyens de la même façon. Maître, le président Laurent Gbagbo, en même temps qu'il demande à être reconnu comme candidat légal, parce qu'il est au regard de la Constitution, il demande également que le 4e mandat que le président Alassane Ouattara veut s'offrir soit annulé. Et il demande en plus que la CEI soit réformée. Est-ce que ce n'est pas trop de choses à la fois? Mais on ne cessera jamais assez de réclamer un état de droit. On ne doit jamais se censurer lorsque ce que l'on demande est pour un état de droit. Ce n'est jamais assez, ce n'est jamais trop, ce n'est jamais assez. Donc non, ce qu'il dit le président, il ne demande pas l'annulation, il dit une chose très claire, il est inéligible à un 4e mandat. Il est inéligible comme il était pour le 3e mandat. Et qu'à un moment donné, il faut commencer à respecter les textes que l'on se fixe. Si ça nous pose problème de mettre une limitation de mandat, eh bien écoutez, dans ces cas-là, il faut demander au peuple ce qu'il en pense. Mais tant qu'on a une limitation de mandat, il faut respecter la limitation de mandat voulue par le peuple. Et c'est ça que défend le président Laurent Gbagbo. Mais je voulais, avec votre permission, parce qu'on a quand même pas mal parlé du Conseil constitutionnel, et je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Je dis, et je répète, le Conseil constitutionnel doit être le garant de la Constitution. Il doit agir conformément à la Constitution. Ça, on l'avait bien compris. Et il doit faire en sorte que tout le monde agisse conformément à la Constitution. Alors, il est important que je vous lise l'article 127 de la Constitution. Parce que l'article 127 dit ceci. Je ne vais pas être trop longue, je vais juste venir, parce qu'il évoque le cas de l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Notamment. Et il dit ceci. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin. 15 jours avant le premier tour du scrutin. Après que la commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures. Quand vous lisez la Constitution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Constitution dit que la liste provisoire des candidats est publiée par la commission électorale indépendante et que le Conseil constitutionnel, lui, publie la liste définitive 15 jours avant l'élection présidentielle. D'accord? Et que dit le Code électoral? En son article 56, il dit ceci. Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs, conformément aux dispositions du Code électoral. À cet effet, le Conseil constitutionnel met en place un dispositif de vérification des parrainages. Les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont fixées par le Conseil constitutionnel. Et enfin, le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin. 45 jours avant le premier tour du scrutin. Pourquoi je voulais vous lire les deux textes? Nous avons un Conseil constitutionnel qui est censé connaître la Constitution mieux que nous autres. Et la Constitution lui demande de ne publier que la liste définitive des candidats 15 jours avant l'élection. Et que fait notre Conseil constitutionnel? Il a publié la liste provisoire. Il fait ce que le Code électoral lui demande de faire. Il fait ce qu'une simple ordonnance lui demande de faire. Là où la Constitution lui demande de faire autre chose. Voici les problèmes que nous avons. Voilà ce que nous dénonçons depuis le début. Voilà pourquoi on dit qu'il faut impérativement respecter la Constitution.
Et voilà pourquoi on regarde le Conseil constitutionnel. On l'a observé, on a vu. Jusqu'à présent, on n'a rien dit. Mais on a constaté déjà qu'il n'a pas respecté la Constitution. Qu'il a respecté le code électoral qui n'est qu'une ordonnance. Nous allons terminer cette émission avec une question d'un internaute. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. L'internaute dit, le Conseil constitutionnel peut-il réellement valider la candidature de Laurent Gbagbo alors que le RHDP s'est arrangé pour l'enlever de la liste électorale depuis 2020? Oui, et je vais réitérer à cet internaute ce que je disais. Oui. Le Conseil constitutionnel, s'il applique la Constitution, ce pourquoi tous les membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment, s'il applique la Constitution, il n'y a même pas de débat. Il valide la candidature du président Laurent Gbagbo. D'accord? Mais maintenant, s'il veut rendre des services, et s'il préfère regarder ça au lieu de regarder ça, là, nous aurons un problème. Mesdames et messieurs, nous avons bénéficié des éclairages de Maître Abiba Touré, avocate, conseil du président Laurent Gbagbo, qui nous a entretenus ce soir. Maître, à situation exceptionnelle, invité exceptionnel, nous, sur ce plateau, Armand Bohou et moi, nous sommes très heureux de vous avoir eu. Merci à tout le monde, merci beaucoup et à la prochaine.